Parfait. Bonjour à tous. Nous vous remercions d'assister à cet atelier sur l'Afrique de l'Ouest, Nouvelle Eldorado pour le tourisme. Un grand merci à nos différents intervenants qui sont présents avec nous aujourd'hui. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Olivier Gradet. Vous êtes directeur général de Cassada Capital Management, une plateforme d'investissement, une plateforme d'investisseurs en Afrique. Vous avez notamment fait l'acquisition de 8 hôtels en Afrique de l'Ouest en ce début d'année. Nous avons également le grand plaisir d'accueillir Monsieur Mossadegh Bali. Donc, vous avez fondé le groupe Azalai, une marque d'hôtels 100% africaine, et vous êtes présent actuellement donc en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, également au Bénin. Nous avons également le grand plaisir d'accueillir Monsieur Daniel Carbonic. Donc, vous êtes directeur régional Afrique de l'Ouest et centrale pour l'ensemble des marques Accor, et Monsieur Jean-Bernard Falco. Donc, Monsieur Jean-Bernard Falco, vous êtes directeur général du groupe Centaurus. Vous êtes entrepreneur depuis plus de 25 ans, et donc vous avez fondé donc en 2005 le groupe hôtelier Paris Inn Group. Et vous venez notamment de faire l'annonce de développement donc de différents projets en Côte d'Ivoire que nous pourrons aborder. Alors, avant de commencer cette séquence, je vous propose peut-être de contextualiser cet atelier, de le contextualiser avec un sujet d'actualité, donc celui de la reprise du secteur du tourisme après la crise sanitaire, et de savoir un peu, de connaître les perspectives de développement et de structuration du marché. Et donc peut-être poser donc, deux constats, deux visions. Une vision d'avant Covid, avec une situation qui faisait état d'une croissance forte et récente à l'image du continent, mais inégale, avec un développement hôtelier plus fort aux extrémités sud et nord du continent. Inégal également en termes de développement d'actifs aux standards internationaux, avec une structuration de marché avec davantage d'actifs et de projets haut de gamme, et donc avec un manque dans le milieu de gamme. Et une situation d'après Covid, donc signifiée par la fermeture, par la pré-fermeture des frontières et l'arrêt net du transport aérien que nous avons connu durant la crise sanitaire, qui ont souligné la dépendance des marchés hôteliers africains aux pays occidentaux. Et avec la nécessité donc aujourd'hui de repenser un tourisme moins dépendant de ces marchés émetteurs occidentaux, et la nécessité de cibler davantage des marchés locaux. Et donc ma première question est pour vous, Monsieur Granet. Enfin, quelle est votre vision actuelle donc, de la reprise du secteur du tourisme en Afrique de l'Ouest post-Covid? Merci, bonjour à tous. Quand on parle peut-être une petite précision, parce que quand on parle de tourisme, et ici on est à Paris, première destination mondiale, c'est aussi bien l'accueil des visiteurs pour des raisons professionnelles que personnelles. Donc nous, notre position, c'est d'offrir à la classe, notamment la classe émergente africaine, des lieux qui soient adaptés à leurs besoins, et avant tout dans les centres-villes. On aura entre Mossadegh, Jean-Bernard et moi trois approches et trois positionnements un peu différents, mais qui se rejoignent tous sur les hôtels contribuent aux infrastructures et à la qualité pour l'accueil des visiteurs, mais aussi pour les locaux. Donc, quand on parle justement de ces marchés, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'on est souvent historiquement, des voyages avant tout professionnels les jours de semaine. Et ce qui fait que le week-end, souvent les hôtels sont un peu vides. Probablement que le marché de Dakar au Sénégal, et une des exceptions, ça a été le marché le plus performant d'Afrique sur les 10 dernières années, parce que justement, on trouve à la fois une clientèle loisir qui vient pour le week-end, qui se conjugue avec des déplacements professionnels. Donc, nous, on pense que la crise est en fait un accélérateur de cette transformation et de ce besoin d'évoluer avant tout vers à la fois des voyageurs basés en Afrique, et aussi que les hôtels soient des lieux de vie avec des services auprès d'une clientèle qui est autour des hôtels. Donc l'image un peu historique des hôtels conçus il y a 20, 30, 40 ans
pour des voyageurs internationaux et beaucoup français et européens est en train d'évoluer. Et on pense que c'est un enjeu assez formidable. Et nous tous avec des approches différentes pour répondre aux besoins de cette classe émergente africaine avec un rapport qualité-prix et une attractivité des hôtels qui va sortir renforcée. Effectivement, donc vous mentionnez des approches différentes. Et donc ma question irait davantage à M. Mossadegh Bali. Vous êtes, vous donc, en tant qu'entrepreneur, donc comment vous êtes-vous lancé dans ce secteur en 1993? Et surtout, quelles évolutions sur le temps long observez-vous quand on parle du tourisme en Afrique de l'Ouest? Merci, merci de m'avoir invité d'abord. C'est la première fois que je viens à après Abidjan, bien sûr. Moi, avant, j'étais dans le négoce international et puis je me suis lancé effectivement dans le tourisme et l'hôtellerie en 93 en rachetant le Grand Hôtel de Bamako. Et ma foi, après, on s'est développé en dehors du Mali. Aujourd'hui, on est présent dans 6 pays ouest-africains avec une dizaine d'unités hôtelières. Alors nous, on a une spécificité, c'est qu'effectivement, nous sommes un groupe qui a vu le jour au Mali, qui s'est étendu en Afrique de l'Ouest. Donc on est un groupe panafricain avec des capitaux africains, avec des talents africains. Et puis nous avons en tout cas la prétention de faire de l'hôtellerie aux standards internationaux, mais avec une âme africaine. Et je crois que cela nous a permis de nous développer. Nous avons une clientèle essentiellement sous-régionale, mais aussi une partie de la clientèle qui est internationale. Et donc, la pandémie nous a affectés comme tous les autres groupes hôteliers. Nous avons dû fermer nos hôtels pendant une dizaine de mois. C'était très dur parce que vous savez qu'en Afrique, lorsqu'on perd son emploi, on perd sa source de revenus. On n'est pas comme en France ici, on a l'assurance chômage. Donc ça a été très très dur sur le plan économique, surtout pour nos collaborateurs. Les hôtels sont ouverts avec des fortunes diverses. Il y a des marchés qui reprennent très très bien, tels qu'Abidjan, Bamako, Nouakchott. Et puis il y a des marchés qui sont encore lents, tels que Cotonou, Bissau. Voilà, donc comme les autres, nous devons nous réinventer, nous tourner beaucoup plus vers la demande locale. Parce que je pense que des nouvelles habitudes de voyage vont s'installer. Et aussi, une crise est toujours une opportunité. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on se concentrait peut-être un peu trop sur le voyageur international et pas assez sur la demande locale, alors qu'on a une classe moyenne qui grandit, qui ne cherche qu'à consommer. Et on a beaucoup de demandes de MICE, tout ce qui est meeting incentive. Et d'ailleurs, c'est ça qui nous a permis de maintenir la tête hors de l'eau. Cette clientèle, peut-être qu'on négligeait un peu avant, et on s'est rendu compte qu'elle existe. Elle existe et qu'il y a nécessité de s'adapter. Et donc Daniel Carbonic, vous, en tant qu'opérateur de plusieurs hôtels en Afrique de l'Ouest, comment la clientèle a-t-elle évolué? Et comment vous adaptez-vous à l'évolution de cette clientèle sur les différentes gammes des marques Accor? Bonjour, tout d'abord, et merci pour l'invitation. Je ne vais pas être très original parce que tout le monde sait que 2019 avait été une année remarquable en termes d'occupation pour les hôtels. Et il est évident que après le Covid, on a eu évidemment beaucoup de problèmes pendant le Covid et après le Covid, puisqu'on n'est pas revenu évidemment à des taux de 2019. Mais comme tout le monde, il a fallu se réinventer. Il y a longtemps qu'Accor, qui a une vingtaine d'hôtels sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, il y a longtemps qu'Accor s'est tourné au-delà de la clientèle internationale sur une clientèle panafricaine, et notamment sur l'organisation de réunions avec des sociétés de pays. Et le but était, dans tout notre éventail de marques, puisque Accor, c'est entre 45 et 50 marques différentes, c'est donc d'offrir pour chaque marque un ADN particulier et puis de coller aussi à l'ADN du pays. Et tout à l'heure, on parlait de l'âme d'un pays. L'âme d'un pays, on essaie de le faire vivre également dans nos hôtels puisque on est devenu depuis très longtemps aussi des lieux de vie. Et donc, ces hôtels, on les a repensés pour une clientèle panafricaine avec des événements également adaptés à la ville, quelquefois en augmentant peut-être un peu plus les événements de restauration, par exemple, en mettant en place des brunchs, des événements, des concerts, des rencontres avec des artistes, etc. Et puis en adaptant aussi nos salles de réunion pour qu'ils puissent convenir parfois pour des réunions en hybride, c'est-à-dire une partie en présentiel, une partie par Internet. Et tout cela fait que tout doucement, le marché repart. Je suis d'accord avec
mes amis, avec des pays différents. C'est vrai que la Côte d'Ivoire peut repartir un peu plus rapidement que le Cameroun, par exemple, ou que le Sénégal repart également très rapidement. Et on essaye également cette clientèle que nous avions le week-end, qui était souvent une clientèle internationale, qui prolongeait son séjour le week-end, et bien on essaye d'ouvrir ces week-ends par des offres attractives à la clientèle panafricaine, voire la clientèle du pays, clientèle locale, qui a envie de passer un week-end un peu différent dans un hôtel. Donc transformation, des chambres d'hôtel transformées en bureaux, des espaces de coworking, etc. Enfin, tout ce qui peut remplir et servir à faire vivre un hôtel, parce qu'il faut que les hôtels vivent. Voilà. Très bien. Merci à vous, Daniel. Et quant à vous, Jean-Bernard Falco, qui démarrait, qui lançait des projets en Côte d'Ivoire, est-ce que vous partagez le même constat qu'Olivier Granet quant à la reprise du secteur du tourisme en Afrique de l'Ouest? Bonsoir à tous et merci aussi pour l'invitation. Je vais essayer de parler un peu plus fort parce que visiblement on n'entend pas très bien derrière ce qui se passe. Juste une petite rectification. Depuis quelques mois maintenant, on s'appelle le groupe Centaurus et plus Parisine Group, parce qu'évidemment quand on va à Marseille ou à Abidjan, Parisine, c'est fait un peu trop connoté, évidemment. Donc aujourd'hui, on est à la tête d'un groupe, effectivement, une constellation d'étoiles, c'est mieux que le seul Parisine Group. Oui, alors évidemment, je partage le point de vue qui a été évoqué, mais peut-être avant de parler du futur, essayons de se projeter sur ce qu'est le continent africain aujourd'hui et sur ce qu'il sera demain. Je crois que c'est vraiment essentiel quand on est un acteur comme nous et qui décidons à un moment donné, après être allé un peu en Europe, un peu en Asie, de mettre le paquet sur l'Afrique. C'est, je pense, quelque chose d'important. Aujourd'hui, le continent africain, c'est 1,4 milliard d'habitants, et chacun le sait. Vous avez la chance d'avoir 30% d'une population âgée entre donc 400 millions entre 15 et 35 ans. Et si on se projette un peu à l'échelle 2050, je n'irai pas jusqu'à 2100, mais à 2050, c'est pratiquement 2,5 milliards de personnes sur le continent et près de la moitié qui seront âgées de 15 à 35 ans. Et donc, une croissance démographique qui est évidemment très très importante et qui signifie une croissance économique très forte. À partir de là, quand on a ces critères-là, on se dit que c'est un continent qui mérite le coup de regarder ce qu'il est possible de faire. Et effectivement, sous cet angle-là, nous avons regardé un petit peu ce qui était fait, à la fois par Mossadegh avec son groupe depuis maintenant pratiquement 30 ans. Hein. Tu vas fêter bientôt tes 30 ans. Et ce qui a été fait par nos amis de chez Accor. Et on se dit qu'il existe probablement une offre différente, distincte de celle qui est aujourd'hui en place et qui correspond parfaitement aux attentes des uns et des autres. Mais comme l'a rappelé Olivier à l'instant, peut-être plus du corporate. Dit en d'autres termes, on va parfois en Afrique de l'Ouest principalement, ou en Côte d'Ivoire, pour le citer, pour faire ses rendez-vous, y rester 2 nuits et repartir. Il n'y a pas d'offre attractive qui permettrait d'envisager à une clientèle occidentale, partout, dans le monde entier, voire africaine, dans le cas d'un séjour touristique, de pouvoir rester un peu plus sur place. Et c'est ce que nous entendons apporter peut-être un peu différemment dans les années qui viennent avec 5 projets majeurs. Merci Jean-Bernard Falco. Donc oui, 5 grands projets majeurs donc apportés, donc des projets différents. Donc ça nous fait, cela pose la question du positionnement de vos différentes structures. Et donc là, ma prochaine question irait davantage à Olivier Granet et à Mossadegh Bali. Donc Olivier Granet, donc Cassada vient de faire l'acquisition de 8 hôtels dans la région. Donc suite à cette acquisition, donc quel est le positionnement donc de Cassada et du groupe Accor, en Afrique de l'Ouest? Et quant à vous, Mossadegh Bali, qui est une marque à 100% africaine, quel est votre positionnement et qu'est-ce qui vous différencie d'acteurs comme Accor qui vient de faire l'acquisition de 8 hôtels dans la zone? Alors, en termes de positionnement, en ce qui concerne Cassada, donc on est vraiment sur le marché des centres-villes et d'hôtels avec une taille critique et dans lesquels on essaie vraiment d'en avoir des lieux de vie. Donc pour nous, on sera panafricain. Donc on a levé 500 millions de dollars, ce qui fait de Cassada à la fois la première plateforme en termes d'investissement hôtelier sur le continent, mais d'ailleurs aussi, parce qu'on est un fonds d'investissement, par rapport aux autres secteurs, un des fonds d'investissement les plus importants. Vous avez, pour information, la semaine dernière,
l'annonce d'un fonds qui s'appelle DPI qui a levé 500 millions de dollars et c'était le record jusqu'à présent. Donc nous, avec 500 millions de dollars, on fait vraiment partie des acteurs importants et ce qui nous donne aussi une responsabilité en termes notamment de financement pour arriver à créer de nouvelles solutions et entre guillemets débloquer un peu le marché qui aujourd'hui, même si nos approches produits peuvent être très différentes, que ce soit Mossadegh en tant qu'entrepreneur africain, que ce soit Jean-Bernard en tant qu'entrepreneur qui veut s'implanter en Afrique, ou que ce soit nous en tant que fonds d'investissement, on a tous les mêmes sujets aujourd'hui de contraintes de financement. Donc nous, notre positionnement, c'est d'apporter des solutions et d'apporter des solutions qui soient à la fois sur le plan financier et des solutions sur le plan industriel avec l'aide du groupe Accor. Donc tous nos hôtels étant ensuite gérés par Accor et avec des marques Accor. Alors, comme je l'ai dit en introduction, nous sommes un groupe panafricain. Mais un hôtel reste un hôtel. Hein. Un client, il vient dans un hôtel d'abord pour avoir de la sécurité, du confort, de la sûreté sanitaire, un Wi-Fi qui marche. Et donc, que vous soyez à Accor, à Zalaï ou Maison Albar, c'est ça que le client il voit d'abord. S'il n'a pas ça, ben, il ne viendra pas chez vous. Donc, les normes sont les mêmes, les standards sont les mêmes. Et après, maintenant, ce qui nous différencie, c'est comment on accueille, qu'est-ce qu'on met sur la table. Voilà, donc nous souhaitons que les clients qui viennent chez nous, un client qui vient de Tokyo sur Bamako, qui se sentent au Mali, qui viennent de Paris sur Abidjan, qui se sentent en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas dans la standardisation, donc aucun hôtel à Zalaï ne ressemble à un autre, parce que nous voulons justement refléter dans nos hôtels cette identité culturelle du pays où nous sommes implantés. Je pense que c'est ça qui a fait qu'on a fait notre place. Ça fait 26 ans qu'on est sur le marché. On est sur des marchés très compétitifs. On compétit avec des grandes marques et on est encore là et on grandit. Je pense que c'est important de profiter de ce patrimoine culturel. C'est important aussi de former nos équipes aux standards internationaux. Par exemple, aujourd'hui, avec la pandémie, nous avons un contrat avec Veritas qui fait que tous nos hôtels ont été audités pour respecter les normes sanitaires, les nouvelles normes sanitaires anti-Covid. Voilà, nous comptons continuer à nous développer avec ce concept qui nous a réussi et surtout se concentrer, pas se concentrer, mais donner un peu plus d'intérêt et d'approche à la clientèle domestique. Mais pour cela, et je vais finir avec cela, en tout cas pour cette question, et j'aurais bien voulu voir certains de nos décideurs ici pour, disons, unlock, c'est-à-dire libérer le potentiel du tourisme en Afrique. Il y a 3 conditions qu'il faut respecter. Il faut d'abord qu'on ait un transport aérien abordable, un Bamako est beaucoup plus nombreux. Un Bamako-Abidjan, ça me coûte 500 €. Je fais Paris-Barcelone à 60 € sur EasyJet. Vous ne pouvez pas développer le tourisme avec ça. En tant que Malien, avec mon passeport malien, j'ai besoin de visa pour aller dans plus de 2/3 des pays africains. Un Européen n'a pas besoin de ça. Et puis, troisièmement, il faudrait que nous puissions mobiliser des financements à des coûts raisonnables. Jean-Bernard, s'il fait un hôtel à Paris, il va emprunter, disons, à 1,5%. Ça dépend si j'emprunte chez BPI France ou pas. Et moi, si j'emprunte sur le marché local, c'est en 7 et 9%. Donc, si ces 3 conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas libérer le potentiel. Mais il a raison, le potentiel du tourisme intra-africain, il est énorme. Les gens vont à Dubaï parce que le billet d'avion Bamako-Dubaï par éthiopienne, en économique, c'est 800 €. Et j'étais à Lomé pour un rendez-vous. En 24 heures, j'ai fait l'aller-retour Bamako-Lomé. J'ai payé 800 € mon billet. Donc, c'est pour ça qu'un Africain préfère aller à Dubaï parce que ça coûte beaucoup moins cher. Donc, si on libère ce potentiel, on a une classe moyenne de centaines de millions qui vont rester sur le continent, qui vont consommer sur le continent. Et c'est du tout bénéfice pour notre continent.
Mais pour cela, le chemin est très long et il faut des vraies décisions politiques pour libérer ce potentiel-là. Et je rappelle que le tourisme dans le monde entier, c'est 10% du PIB mondial et c'est 300 millions d'emplois. Or, en Afrique, ça représente entre 5, les top performers sont à peu près à 7% du PIB. Et on reçoit que 80 millions de visiteurs sur le continent. La France en reçoit 90 millions. C'est pour vous dire le chemin à parcourir pour nous les Africains. Effectivement, nous avons donc un appel aux décideurs pour libérer ce potentiel, libérer ce potentiel donc, du tourisme en Afrique de l'Ouest. Et donc Jean-Bernard Falco, Daniel Carbonic, en tant qu'opérateur, quels freins voyez-vous justement donc, au développement du tourisme en Afrique de l'Ouest, enfin, dans la même lignée que M. Mossadegh Bally? En fait, je ne vais pas parler de l'aérien parce que la démonstration a été magnifiquement bien faite, donc c'est un réel problème puisque ça coûte plus cher de faire Paris-Abidjan que Paris-New York, par exemple, ou de faire, comme disait Mossadegh tout à l'heure, d'aller à Dubaï. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est le sujet des infrastructures également, parce que encore faut-il, c'est très bien de mettre des vols, mais encore faut-il avoir des aéroports dignes de ce nom, et certains pays s'en sont pourvus, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, mais il y a encore du travail à faire sur d'autres pays. Il y a également un écueil assez important également, au-delà du financement des projets, puisque nous, en tant qu'opérateurs, nous intervenons après le financement du projet par les propriétaires, et d'où l'intérêt d'avoir Cassada comme partenaire sur l'Afrique subsaharienne, parce qu'il est très compliqué aujourd'hui de faire un tour de table et d'aboutir un projet sur l'Afrique, et c'est bien évidemment dû aux taux qui sont pratiqués par les banques en Afrique. Et enfin, un écueil important également, et sur lequel il faut beaucoup travailler, c'est la formation. La formation, parce que dans nos hôtels, par exemple, Accor en Afrique, 99% du staff est africain. On a très peu maintenant, nous avons très peu de postes expatriés. Ces Africains, il faut les former. Il y a souvent, vous savez, dans le métier, il y a le savoir-faire et le savoir-être. On n'a aucun problème de savoir-être en Afrique. C'est une grande qualité par rapport à l'Europe, par exemple. Il n'y a aucun problème sur le savoir-être. Donc il faut amener le savoir-faire. Et le savoir-faire, souvent, on manque d'écoles de qualité, on manque de formation sur du middle management pour pouvoir promouvoir certaines personnes. Donc en tant qu'opérateur Accor, on se substitue souvent avec nos écoles de formation, nos différentes sessions que nous organisons pour nos employés, mais il est vrai qu'il manque un peu cette expertise de formation et qui donne envie aussi de travailler dans l'hôtellerie pour le personnel des différents pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale ou de l'Afrique en général. Je ne vais pas rajouter grand-chose à ce qui a été dit. Infrastructure, évidemment, et toutes les raisons ont été évoquées par Mossadegh, et de financement, je crois que Olivier l'a bien rappelé. Les difficultés que l'on peut avoir et le temps long, c'est très compliqué, c'est très long pour obtenir des financements, et effectivement il faut être un entrepreneur patient et être à la tête d'un groupe familial et d'envisager le temps comme étant un temps long pour pouvoir faire des opérations. Une fois qu'on a dit ça, je reviens un peu sur ce que disait Daniel. C'est une réalité. Tout à l'heure, je disais que effectivement le continent africain, c'est 1,4 milliard, 400 millions de jeunes, et demain pratiquement 1,3 milliard de jeunes. Et en réalité, moi, je vous le dis très clairement, et je pense que tous les gouvernements africains sont conscients de cela, et particulièrement celui de Côte d'Ivoire, puisqu'il en a fait un élan monteur de son changement de paradigme, qui est l'éducation et la formation. Donc ça va complètement dans le sens de ce que vient de dire Daniel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Quand vous avez 1,5 milliard demain de jeunes qui va arriver, 1,5 milliard qui va arriver sur le marché du travail, vous savez, le meilleur diplôme, la meilleure certification, la meilleure qualification que vous allez donner à ces jeunes, ce n'est pas une certification diplômante, ce n'est pas des écoles universitaires, ce n'est pas tout ce que vous voulez. C'est un emploi, une fiche de paye et une qualification, être fier de ce que l'on fait et effectivement redonner un peu de noblesse à ce métier d'hospitalité. Parce qu'on disait avec Mossadegh, effectivement, et tu fais bien de le dire, hein, Daniel, le savoir-être, l'Africain, il est né avec. L'hospitalité, l'élégance, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie. Je ne dis pas ça parce que vous êtes là, je dis toujours la même chose et c'est juste la réalité. Il suffit d'aller là-bas pour s'en apercevoir. C'est vrai. Le savoir-faire, c'est totalement différent. Et là, il y a un vrai problème. Et nous, entrepreneurs, on ne peut pas imaginer aller demain en Afrique, c'est effectivement, et en Côte d'Ivoire particulièrement, si on n'imagine pas qu'un gouvernement a pris conscience du sujet, n'en fait pas un élément moteur de ce développement économique et qu'on ne se donne pas les moyens de le faire. C'est la raison pour laquelle, dans les 5 projets que vous avez cités tout à l'heure, nous avons décidé de mettre en place plus qu'une idée, d'appliquer ce que nous disons
Et notre responsabilité sociale et sociétale d'entrepreneurs engagés, c'est l'inclusion sociale. Alors tout le monde parle d'inclusion sociale aujourd'hui, de ESG, de RSE, etc. La véritable inclusion sociale, c'est de donner réellement une application à ce que l'on dit et de faire ce que l'on dit, de dire ce que l'on fait et de faire ce que l'on dit. Et c'est la raison pour laquelle nous allons créer une école sur l'île, puisque nous avons un projet de création d'écoles hôtelières, en association avec l'État, en association, je l'espère, avec les groupes, parce que c'est le besoin de tout le monde. Et l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de donner encore une fois un emploi avec un tuteur, un parrain, une marraine, et de faire en sorte que chacun des élèves à la sortie de la seconde, c'est ça dont on est en train de parler. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Ou de la troisième, les élèves africains, ils n'ont pas forcément envie de faire des grandes études, ils ont envie d'un travail. Et les gouvernements doivent leur donner, doivent leur fournir un travail. Donc, c'est pas être médisant que de donner un travail à un jeune qui, à un moment donné, à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, va vouloir travailler. Et donc, de pouvoir donner à ces jeunes, à la sortie de la troisième ou de la terminale, et pour aller après jusqu'au bachelor, dans le cadre d'une école dite hospitalière, au sens hospitality du terme, c'est quelque chose d'important et c'est ce que l'on va faire. Et j'espère que nous tous, les acteurs économiques, les groupes, nous allons jouer le jeu et que nous allons faire en sorte d'être les tuteurs, les parrains de ces jeunes pour leur donner un emploi. C'est dans l'intérêt de tout le monde, c'est dans l'intérêt de l'Afrique, c'est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça que nous, on a fait déjà au Mali. Il y a 6 ans, on a créé une école hôtelière, Chaka Sidibé, qui est d'ailleurs dirigée par Djibril Baba Tabouré, qui est là, qui est le président de l'association. Et il y a 3 ans, on a créé une école aussi au Burkina. Donc, on a déjà 2 écoles hôtelières. Ce n'est pas à nous de le faire. Normalement, ce sont les États qui doivent faire ça. Mais en tant qu'industriel, on est obligé de le faire, en attendant que les États s'y mettent. Et les États entendent l'appel justement pour débloquer ce potentiel. Et donc, on parle beaucoup de Dakar, d'Abidjan, enfin beaucoup de capitales. Donc là, la question irait directement donc, à M. Bossadek Bali et Daniel Carbonic. À quand un Azalaï dans les villes de l'intérieur et à quand un Ibis-Style à Bouaké, par exemple? Alors, nous, on ne prévoit pas de faire des Azalaï dans les villes secondaires parce que c'est une marque mid-scale réservée aux capitales. Mais par contre, on a ouvert notre premier hôtel Dunia, qui est notre marque économique à Lumbila, à 25 km de Ouaga. Et notre ambition, c'est de développer cette marque dans les villes secondaires, genre Ségou, Sikasso au Mali, Bouaké, San Pedro en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a un réel potentiel, il y a une demande qui n'est pas du tout satisfaite d'hôtels aux normes dans ces villes secondaires. Il y a des petits hôtels qui sont très mal gérés et il y a une réelle demande qui n'est pas satisfaite aujourd'hui. En tout cas, au niveau de Azalaï, après la pandémie, nous comptons nous lancer dans ça et peut-être avec l'argent d'Olivier Granet. On va être... J'avais prévu de dire la même chose, mais moi, je sais que c'est possible. Je ne sais pas, peut-être tu as des infos. Non, il y a certainement un potentiel. Après, c'est lié aussi à 2-3 petites choses. Première chose, les infrastructures. Il faut pouvoir aller facilement dans ces villes de l'intérieur. Et ce n'est pas le cas dans tous les pays. Mais ensuite, ça s'adresse vraiment à une clientèle là, certainement un peu plus loisir. Et donc, il y a tout un plan de travail à faire, de plan touristique, de vision touristique à créer dans ces différents pays. Et puis, il y a peut-être une petite niche aussi pour des déplacements professionnels. Et ça peut éventuellement être intéressant pour des hôtels de version économique. Et donc, pourquoi pas, comme disait mon ami, avec l'argent de Casada, on pourrait peut-être créer quelques hôtels Ibis style ou Ibis à San Pedro ou au Sénégal, à Sali ou ailleurs. Pourquoi pas? Mais en tout cas, une fois la pandémie passée, c'est un axe de développement qui est tout à fait possible, bien sûr. Très bien. Écoutez, messieurs, merci beaucoup pour cet exposé passionnant. Je pense que ça a particulièrement intéressé le public. Je vais peut-être prendre une question, si un membre du public... Juste une. Bonjour. J'ai bien suivi toutes vos interventions et j'ai particulièrement aimé. Moi, je m'intéresse particulièrement à l'Afrique de l'Ouest et notamment dans le tourisme, mais cette fois-ci dans l'hébergement, donc la réservation en ligne. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des grands hôtels, donc Accor et tous ses compagnons, reçoivent beaucoup des touristes internationaux, mais via des plateformes de réservation, j'ai envie de dire européennes, type Booking, Airbnb et les autres. Voilà, Agora et ainsi de suite. Et je me suis dit, est-ce que développer par exemple une plateforme
de réservation locale qui se base sur des valeurs africaines ou bien sur la manière dont les Africains veulent peut-être réserver des hôtels, est-ce que ça ne favoriserait pas le développement du tourisme? Par exemple, tout à l'heure, vous parlez des villes intérieures comme Boaké, San Pedro et autres. Dans ces villes-là, parfois, la majeure partie des gens ne disposent pas des moyens de paiement électronique, des cartes bancaires et autres, donc ne peuvent pas parfois aller sur Airbnb pour réserver un hôtel à Abidjan ou encore à Boaké. Est-ce que ce ne serait pas plus intelligent de développer une sorte de plateforme de réservation locale en intégrant des moyens de paiement locaux pour pouvoir favoriser, j'ai envie de dire, le tourisme local? Pourquoi pas? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des mastodontes comme Booking, Expedia, Hotel.com qui sont des mastodontes vraiment de réservation. Ensuite, pour être complètement honnête et transparent, nous, notre objectif, évidemment, au maximum, c'est que les personnes réservent sur notre site accor.com, puisque c'est quand même plus intéressant pour nous. Mais là où je partage votre avis, c'est que aujourd'hui, je sais qu'il y a plusieurs habitants de l'Afrique qui sont bloqués par Booking ou Expedia s'ils veulent par exemple payer avec Orange Money ou des choses comme cela. Et s'il y avait une plateforme locale qui accepte ces paiements, comme Jumia s'est créé pour c'est sûr que ce serait une vraie opportunité, je pense, de business pour le marché panafricain. Et je vous invite à la créer. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup.